et le rôle de l'architecte qui ne cesse de se toujours plus fragilisé finalement dans les jeux de rapport, dans les équilibres, les jeux d'acteurs. J'ai maintes et maintes fois, alors là, le développement risque d'être un peu long et un peu périphérique à nos entretiens, mais je me suis toujours étonné du fait que les architectes aujourd'hui, quand ils passent par les écoles, on leur enseigne toujours la posture héroïque de l'homme solitaire, l'espèce d'envoyé de Dieu sur terre qui est chargé de régler les problèmes des hommes et qui va affronter une opposition dramatique qui vont être celle des clients, des promoteurs, des services de l'État. Enfin voilà, c'est la posture de l'homme dressé face à l'adversité. Et il n'existera que s'il arrive à vaincre cette adversité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que le monde environnant de l'architecte, il a quand même beaucoup changé. Des multinationales du BTP se sont créées. Les banques sont devenues des banques internationales. Donc les collectivités territoriales, pour grand nombre d'entre elles, se sont solidement outillées pour produire, pour conduire à bien leurs projets. Et l'architecte, lui, c'est toujours le bonhomme solitaire qui doit être à la fois comptable, homme de public relations, qui doit être gestionnaire de son personnel et qui en plus doit être créatif et qui doit carrément être disponible 24 heures sur 24 finalement pour son métier. Donc ça fait des êtres qui courent dans tous les sens, de concours en concours, de commande en commande, de chantier en chantier, de soirée en soirée. Et qui se trouvent, à mon sens, totalement démunis par rapport à leur environnement. C'est-à-dire qu'en face, ils ont des structures qui sont capables de se payer les meilleurs DRH, les meilleurs directeurs financiers, les meilleurs stratèges économiques, les meilleurs... Et je me suis toujours demandé pourquoi ce changement de contexte n'a pas provoqué le changement des agences. C'est-à-dire pourquoi 100 architectes n'ont pas décidé d'être architectes ensemble, de façon à disposer de la structure qui leur permette d'avoir le meilleur DRH, le meilleur, d'avoir les meilleurs dessinateurs, d'avoir les meilleurs comptables, les meilleurs juristes, de s'outiller pour répondre à leur contexte. Voilà. Et je vois qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, celles que j'ai pu côtoyer, rien n'a changé de ce côté-là. Voilà. Et je m'étonne chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je me dis mais comment font-ils? Comment peuvent-ils subsister en étant comme ça tout seul face à cet environnement de plus en plus complexe, de plus en plus contraignant, de plus en plus normé, de plus en plus... Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette réflexion-là. Qui naturellement ne se partage pas. Pas plus, donc, ne se partage mon grand étonnement vis-à-vis de l'absence de prise de position de cette profession sur les grands sujets. On revient à la création des CAUE, l'architecture est déclarée d'utilité publique. Bon, c'est à peu près ça le message. Donc, ça sert la collectivité des hommes. C'est le réceptacle de notre société. Or, par exemple, si on remonte dans les 3 dernières décennies, cherchons à quel moment les architectes ont revendiqué publiquement, de façon très très organisée, très officielle, se sont adressés à la population française pour dire oui, le logement c'est la base de tout. Bon, donc revendiquons une qualité du logement, Et désormais il y aura plus de logements produits, faisons en sorte qu'il n'y ait plus de logements produits à la va-vite, dans n'importe quelle condition, réglés par des promoteurs, dont le seul intérêt, et c'est leur intérêt légitime, c'est la rentabilité financière de l'opération. Donc on n'est plus dans le bien-être des gens, on est dans un rapport surface coût de construction, rentabilité de l'investissement à XX années, pointe à la ligne. On est loin d'une revendication de l'architecture posée comme fondement de notre société. Et ça, les architectes, à mon avis, ont grand tort de ne pas le revendiquer collectivement. Certains le font au titre individuel, mais c'est jamais qu'une voix à l'occasion d'une conférence, d'une rencontre, d'un colloque, mais pas globalement la profession, qui me semble-t-il aurait un autre poids, un autre écho, notamment auprès du monde politique. Alors, deuxième sujet. Bon. Je sais que j'ai adoré pratiquer le concours, que j'ai connu la période où les architectes choisissaient au Rotary Club,
Et je crois comprendre que nous ne sommes pas forcément du même avis. Donc je suis très intéressé à t'entendre. Comme toujours, dans nos organisations sociétales, on essaye de passer d'une impasse à une autre, à trouver une solution qui mette fin à cette impasse et qu'on projette comme positive. À un moment, effectivement, on est arrivé à ce que tu expliques d'un mot, c'est ce système d'organisation, de relations entre la profession, ou les individus architectes, et un réseau de relations tissées à travers un certain nombre d'organisations, que ce soit le Rotary, il y en a d'autres. À un certain moment, ça a été le Cobati qui a fait office de rassemblement, de mise en relation des architectes avec des maîtres d'ouvrage potentiels, avec les élus, avec les entrepreneurs, voilà. Et à partir de là, effectivement, se constitue, on va dire, un cercle d'amabilité, qui ne favorise pas forcément la mise en compétition et le désir de progresser ou le désir d'aller voir de l'autre côté de la colline s'il y a des gens qui inventent des choses plus intéressantes que ce qu'on est en train de faire. Donc on est doucement installé dans un entre-soi de bon aloi, très très courtois, mais qui donne effectivement pas forcément une qualité architecturale à la sortie. Donc on se dit effectivement qu'il faut sortir de système, qu'il faut remettre les gens en compétition, qu'il faut réouvrir un peu cette profession à des réflexions plus amples, et ça se double à mon sens du moment où l'État commence à réfléchir après avoir réfléchi à la déconcentration de la région parisienne, va passer à la décentralisation. Et l'État se dit, en faisant ça, je vais perdre l'initiative de la représentation architecturale. Ce que j'appelle la représentation architecturale, c'est l'image qu'on donne de la société, des services publics, à travers une architecture des édifices publics. La mission interministérielle de la qualité des constructions publiques va, à travers un certain nombre de choix, de modèles architecturaux, promouvoir cet esprit que peuvent prendre des bâtiments publics traités régionalement. Je ne sais pas si je suis clair et je me fais comprendre, mais il me semble qu'il y a là une volonté régalienne encore de dire je vais vous proposer des modèles. Alors je ne vais pas vous les imposer, certes, puisque maintenant vous êtes responsables chacun dans vos départements et vos régions, mais quand même je vais vous donner des références, de façon à ce qu'on passe pas à n'importe quoi. Et on va finalement choisir dans une sorte de panel d'architectes jeunes qui sont plutôt dans leur période ascendante dans la période ascendante de leur carrière, qui vont tenir des modèles architecturaux. Et on va doucement institutionnaliser ce système de mise en compétition des architectes. Très bien, c'est très bien, ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats pendant un moment, et je trouve que ça donne des bons résultats en apparence. Plus le temps va passer, qu'est-ce qu'on constate? Que d'abord, les architectes vont se mettre à courir les concours. Donc, ça devient de véritables usines à répondre à des consultations potentielles. On n'en est même plus dans les agences aujourd'hui à choisir les concours qui sont intéressants par rapport à la philosophie de l'agence, par rapport au thème du concours, par rapport à ce qu'on peut apporter comme plus-value au concours. On est une machine à candidater parce que statistiquement, on sait que sur 100 candidatures, on va être retenu 5 fois et que c'est 5 chances, effectivement, d'obtenir potentiellement une commande. C'est déjà, je trouve, une forme de perversion quand même du métier. Deuxième chose, les délais de réponse au concours sont de plus en plus courts. Donc on est dans une attitude, je reçois le dossier du concours, j'ai 15 jours, 3 semaines, non plus pour produire une intention de réponse, mais quasiment pour produire ce qui est un avant-projet sommaire. Bon. Et naturellement, sortir un avant-projet sommaire de qualité dans des délais pareils, il faut quand même être sacrément balèze. Donc on a plus ou moins de chances de se tromper. Mais là où je trouve qu'on atteint une réelle perversion dans le système des concours, c'est qu'on repart à l'esprit Beaux-Arts.
Pour moi, on est totalement retombé dans l'esprit classique des beaux-arts. En quoi? D'abord, il y a cette performance. Je suis bon, je suis excellent si je suis capable de faire une synthèse hyper rapide de la question qu'on me pose. Donc on est un peu dans l'attitude Grand Prix de Rome. Là, j'ai quelques heures ou quelques journées pour montrer que je peux répondre à telle et telle question de façon brillante. Et je peux, autre référence aux beaux-arts, c'est je vais produire une forme. Je vais produire quelque chose qui va enthousiasmer qui? Un jury. Bon. Et là où on est encore plus dans l'esprit des beaux-arts, c'est qu'on délègue un certain nombre de professionnels pour dire ça c'est parfait, ça c'est magnifique, non ça de côté, voilà. Et on réinstitutionnalise ce mode de jugement finalement, je caricature bien entendu, mais en un clin d'œil, je suis capable de désigner le bon projet. On est donc retombé dans des modalités de jugement, un prix de Rome pour moi. Et tout ça se fait au détriment de quoi? Ça se fait au détriment de la qualité de l'usage. Alors bien sûr, on va juger, au niveau du concours, on va juger de la qualité du fonctionnement d'ensemble de la proposition. On va dire oui, ça fonctionne bien, oui, telle partie est bien mise en relation avec telle autre. Voilà. Donc ça marche fonctionnellement, c'est beau esthétiquement, donc on le choisit. Très bien. Sauf que, naturellement, dans ce système-là, qu'est-ce qui passe à la trappe? C'est tout le parcours architectural. C'est-à-dire, c'est toute la qualité, toute la poésie possible des espaces architecturaux eux-mêmes. J'étais, pour revenir à ma situation présente, l'autre jour assis pendant 55 minutes dans un hall d'attente d'un hôpital, construit par une grande équipe d'architectes. Et je me disais, donc, position d'attente, et puis il y a 2 bureaux, un de secrétaire de part et d'autre. Et je me disais, nous sommes donc 3, depuis 55 minutes, à regarder un espace qui n'a strictement aucune qualité, qui est mis en couleur n'importe comment, qui est traité dans ses détails architecturaux par-dessus la jambe, et je me disais, mais si, dans l'agence réputée qui a fait cet hôpital, un collaborateur s'était assis pendant 55 minutes devant l'image de synthèse qui représente cet espace-là, naturellement qu'il l'aurait mis à la poubelle. Naturellement qu'il se serait dit, mais je suis en train de faire un truc qui est insupportable pour les gens. Pour rester dans le même registre, je me suis réveillé, donc après 2 jours de nuit cérébrale, je me suis réveillé dans une chambre. Et je me suis dit, bon, ça va, je suis pas mort. De quoi j'ai besoin? C'est de sentir l'air, c'est de voir palpiter des lumières, c'est de voir devant moi des couleurs un peu qui vous ravigorent, en fait, qui vous redonnent un peu d'énergie. Et j'étais naturellement devant un mur peint de façon insipide, avec par-dessus recollé la traditionnelle photo tirée en série qui ne représente un petit bout de paysage avec un petit olivier, etc. Enfin, un truc nullissime. Bon. Ne pas sentir l'air, n'avoir de relation finalement qu'avec le passage furtif des infirmières. Et vous dites, mais comment je peux reprendre le dessus dans un tel décor, dans un tel environnement? Tout est fait pour m'aseptiser, alors qu'en réalité, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être stimulé. C'est de redevenir un être humain. C'est de revenir un être vivant. Donc avec ses sensations. Et ça, je pense, je vais jusqu'au bout, hein, je pense que c'est une des perversités ultimes du concours. C'est-à-dire qu'à force de considérer les choses que comme une carrosserie et comme un système de fonctionnement le plus parfait possible, on en oublie que ce système de fonctionnement, c'est pas le but de l'architecture. Le but de l'architecture, c'est bien de produire des espaces de qualité. Et que dans chaque espace, on ait une qualité de vie, on ait une poésie qui puisse apparaître, on puisse avoir une surprise d'éclairage, on puisse avoir d'un seul coup une relation avec l'extérieur inattendue, enfin, etc., etc. Voilà. Voilà ce qui me fait me dire que les concours, ils ont eu leur raison d'être. On peut se féliciter, qu'ils existent, qu'ils aient existé, que dans certaines circonstances, ils existent, mais que ce n'est pas une panacée. Et que si on veut réintroduire une architecture de qualité au sens de l'usage, de ce qu'elle apporte à chaque être humain, il va falloir se poser sérieusement la question de comment, effectivement, comment on peut répondre. Et je pense que, en plus, ça a favorisé quoi? Ça a favorisé toute l'émergence des programmistes, des programmeurs, des programmateurs, je sais pas comment on dit,
qui produisent des documents absolument parfaits, avec des figures géométriques magnifiques, bon. Et puis finalement, le résultat concret, il est celui que je suis en train de décrire, c'est-à-dire un abandon total de la qualité des espaces à vivre. Voilà pourquoi je suis sévère sur les concours. Bon, j'ai vraiment bien fait de te poser la question. Je suis pas sûr d'y avoir parfaitement répondu. Je ne vais pas balancer mon plaidoyer pour les concours, mais je vais le revisiter sérieusement. Voilà. Eh bien, écoute, ça donnera l'occasion d'autres échanges. Ouais. Tu as entièrement raison sur le temps, la gestion du temps. Ouais. On ne peut pas faire de la bonne archive. Ouais. Non, je te remercie vivement. On rencontre ce problème à la sélection des candidats quand on refuse de prendre des candidats qui n'ont pas d'expérience dans le domaine concerné. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a une brochette de gens qui sont tellement expérimentés dans le domaine concerné, qui répètent leurs recettes, comme certains grands chefs de cuisine. Et chaque fois qu'on a osé prendre des candidats inexpérimentés dans le domaine concerné, ou des jeunes inexpérimentés complètement dans le concours, on a eu des projets très intéressants. Et il est exact que cette histoire de vouloir avoir des architectes expérimentés dans le domaine concerné, ils croient que du coup leurs compétences et leur expérience leur permet de ne pas réfléchir. D'autant plus, effectivement, avec l'agenda qu'on leur demande. Et est-ce que Jean-Vincent Bermequier n'est pas une espèce de dinosaure en voie de disparition? J'allais dire, j'espère que non, à plusieurs Mais cet éclectisme et ce côté touche à tout, aussi bien des ouvrages d'art, bâtimentaires, Non, j'espère de tout cœur que non. D'abord parce que je pense qu'il continue à avoir sa place parmi les acteurs de ce monde contemporain. Et ensuite, je pense que effectivement, il y a pendant très longtemps, et je pense très souvent à la Maison Carrée, par exemple, qu'a réalisé Alvar Aalto en région parisienne, où la volonté à la fois du commanditaire, donc ce marchand de peinture exceptionnel qui était Louis Carré, et de cet architecte brillantissime qui était Alvar Aalto, c'était d'avoir une maison conçue par l'architecte, mais l'éclairage conçu par le mobilier conçu par l'architecte, l'éclairage conçu par l'architecte, les couverts conçus par l'architecte, les assiettes dessinées par l'architecte. Enfin voilà, il y avait une espèce comme ça de volonté de synthèse absolue. Je trouve que la démarche de Jean-Vincent, elle est naturellement encore bien plus riche, parce qu'on passe de l'architecture aux ouvrages d'art, et que ce lien-là, il est extrêmement important, à la fois parce que je pense, mais lui en parlerait beaucoup mieux, plus savamment que moi, que ce qu'il a appris sur les ouvrages d'art, et je le prends volontiers dans ce sens-là, a dû aussi nourrir ses projets architecturaux. Et naturellement, ces projets architecturaux ont nourri son approche des ouvrages d'art et sa relation avec les ingénieurs. Voilà. Donc, cette rencontre de ces deux mondes qui étaient séparés me semble extrêmement importante, et notamment à travers tout le travail qu'il a pu accomplir. Voilà. Dans une région en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me fascine, là je reviens au département de l'Ain, qui me fascine par son côté plaine, effectivement, mais surtout par son côté de montagne traversée donc par des rivières, et pas n'importe lesquelles, quand on pense au Rhône et à l'Ain, à la rivière d'Ain, donc avec la réalisation de franchissements, de barrages, qu'on ne voit pas forcément, notamment les barrages, mais qui sont extrêmement importantes aussi dans la constitution de la réalité du territoire et des objets qu'on peut remarquer sur ce territoire.